Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Grand Prix de Denain. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, sur ce que j'appelle communément les Roubaisiennes. Alors, vous savez, je différencie les courses qui sont un peu plus proches de Paris-Roubaix des véritables Flandriennes qui sont plus proches du Tour de Flandre. Et là, aujourd'hui, on avait une véritable Roubaisienne avec des pavés, des conditions difficiles. Sur les pavés, on y reviendra puisque le temps était plutôt clément pour cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok et les shorts juste après l'arrivée. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Grand Prix de Denain. Une course compliquée pour les équipes qui ont eu beaucoup de mal à s'organiser pendant toute la journée. C'est-à-dire que, alors on a pu voir les 70 derniers kilomètres, 75 derniers kilomètres de course. Il n'y a jamais eu véritablement une organisation très marquée à l'avant du peloton. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à s'organiser puisqu'on enchaînait énormément de secteurs pavés. La UAE a bien tenté à un moment, mais était toujours à contre-temps. Il y a Total aussi, mais à ce moment-là, Stephen Kung était parti, donc tu avais toujours les Wissasquet qui faisaient le chien de garde. Donc c'était vraiment difficile de s'organiser correctement avec des secteurs pavés qui étaient compliqués. Alors comme je vous le disais, ils ne faisaient pas moche, ils faisaient même très beau sur le Nord-Pas-de-Calais. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de pluie sur les 3 derniers mois dans ce coin-là de France, qu'un peu comme à Nocure-Corseux, les bas-côtés étaient très sales, ce qui fait qu'on pouvait vraiment rouler sur le haut du pavé. Dès qu'on s'éloignait du haut du pavé, dans certains secteurs, ça devenait très compliqué. Notamment, on a pu s'en apercevoir sur la chute à 11 km de l'arrivée. C'était déjà le même secteur, on avait eu une chute l'année dernière. C'est un secteur qui est vraiment en sous-bois, qui est très boueux parce qu'il y a un champ, il y a une sortie de champ. Donc, ce qui fait qu'il y a les tracteurs qui utilisent les pavés. Forcément, les roues d'un tracteur, ça salit la route. Quand vous habitez à la campagne, notamment en France, mais je pense qu'en Belgique, c'est la même chose. Les routes sont pas très très propres. Normalement, les agriculteurs doivent nettoyer la route après leur passage. Bon, ils ne le font pas très régulièrement, donc les pavés, c'est encore plus compliqué de nettoyer, et donc ce qui fait que la route était dans un très sale état. Et malgré le fait qu'on est dans le dernier secteur, qu'il n'y avait plus grand monde à ce moment-là, et je pense que c'est pour ça qu'il est en dernier secteur, et il y a quand même eu une grosse catastrophe pour le peloton, avec notamment Stephen Kung. Il faudrait réfléchir à ce que c'est intéressant de mettre ce secteur-là. Après, c'est des pavés, donc forcément, on peut pas avoir une route nickel. Mais moi, j'ai pas la réponse à cette question-là. Est-ce que c'est un secteur trop dangereux qu'il faudrait retirer, ou est-ce que ça fait partie du jeu et faut savoir rouler dans ces conditions-là et peut-être faire attention. C'est vrai qu'il faut aussi se dire que le Grand Prix de Denain est une course où je suis pas sûr qu'il y ait un gros repérage qui est effectué du parcours. Donc forcément, il y a certains coureurs qui ont peut-être découvert les conditions sur ce secteur pavé-là et qui se sont fait avoir à cause de ça. De toute manière, avec cette chute-là, ça n'a pas aidé le peloton, mais ça aurait été compliqué de récupérer les 2 derniers hommes de l'échappée de 5 parce qu'on a laissé trop de temps à cette échappée. 5 minutes, plus de 5 minutes à 50 km de l'arrivée. Quand on sait que sur les pavés, c'est difficile de s'organiser, quand on sait qu'on peut avoir des chutes, il ne faut pas laisser autant de temps à une échappée. Voilà. Alors peut-être à Paris-Roubaix, tu peux laisser ça à 200 bornes de l'arrivée, mais pas sur une course comme le Grand Prix de Denain. Et donc, en plus, avec une échappée où tu avais quand même Stemle, qui est bon dans ce type de course-là. Tu avais aussi Desal, le coureur belge. James Fouché aussi, qui est un très bon rouleur. Donc, on a laissé beaucoup trop de temps à cette échappée et forcément, ça a été difficile. Et comme on n'a jamais vraiment réussi à s'organiser à cause de plein de choses, eh bien, notamment de l'échappée de Stephen Kung, eh bien, ça a rendu la course très excitante, avec ce suspense. Et puis, comme il s'est passé pas mal de choses, si vous n'avez pas vu cette épreuve, je vous invite vraiment à la regarder, cette épreuve de Coupe de France, à la regarder en replay, parce que c'était vraiment une épreuve très sympa à suivre. Vraiment, il y a eu du spectacle jusqu'au bout, parce que voilà, même la manière dont le sprint s'est déroulé, c'était assez intéressant.
Donc voilà, du côté de ce Grand Prix de Denain, je crois qu'on a fait le tour d'un petit peu de ce petit résumé de début de course. Toujours compliqué de résumer les courses pavées. On va passer tout de suite au coureur au top. Ah, attaque de Marlou! Premier coureur top du jour, le vainqueur, mais j'aurais pu mettre des Halles aussi. J'ai mis Je t'aime le parce que je vous parle de des Halles parce que ensuite je vais pas en reparler dans la suite de la vidéo. Je t'aime le très fort aujourd'hui. On en avait parlé lors des présentations de début de saison avec Q36.5 et j'avais dit je t'aime le, c'est une belle recrue pour Q36.5. J'avais dit parce que bon, c'est un coureur qui était intéressant chez Quickstep mais qui était un peu barré, notamment sur ses épreuves flandriennes, c'est-à-dire qu'il y avait meilleur que lui sur ce type de course-là. Et je me disais, pour Je t'aime le, c'est plutôt une bonne opération et pour Q36.5 c'est aussi une bonne opération. Pour moi c'était un peu du win-to-win dans cette formation parce que Je t'aime le, chez Quickstep il avait souvent un rôle d'équipier parce que voilà, il n'était pas suffisamment bon par rapport à Asgreen. Le fait est que sur les sprints, il avait aussi pas forcément accès aux meilleures courses, donc c'était pas forcément évident pour Yannick Je t'aime le. Et je me disais, en redescendant d'un cran, une équipe comme Q36.5 qui est une belle structure mais qui est encore une structure en progression, je me disais que c'était pas mal. Début de saison qui n'avait pas été fantastique de base, je crois que j'avais même mis en flop, je ne sais plus sur quelle course. Je t'aime le. Et puis une équipe Q36.5 qui n'a pas eu beaucoup de résultats depuis le début de saison. C'est vrai que c'était un petit peu difficile pour cette équipe. Meilleur résultat, c'était 82 sur la deuxième étape du Tour de la Communauté de Valence. Donc autant te dire qu'on était quand même très très loin des super résultats. Là, il a eu la bonne idée de partir en échappée sur une course pavée. On le dit toujours, mais Paris-Roubaix est peut-être le monument où l'échappée marche le mieux, l'échappée matinale. Et il fallait tenter le coup aujourd'hui. De toute façon, il n'avait pas grand-chose à perdre. En plus, cette équipe-là, je crois, ne fait pas Paris-Roubaix. Il fallait tenter le coup et ça s'est bien passé pour Je t'aime le. Parce qu'il est tombé dans un groupe de 5 qui était plutôt très intéressant. Encore une fois, avec James Fouché, avec également des Halles, qui est présent assez souvent dans les échappées. Il y avait Maxime Jarnet et on avait également Paul Hennequin. Bon voilà, c'était un groupe qui pouvait aller loin. Surtout avec cette deuxième partie de course où il y avait très peu de kilomètres entre chaque secteur. C'est-à-dire que on enchaînait quand même pas mal les secteurs sur la dernière partie de course. Donc c'est vrai qu'il y avait possibilité de se dire en prenant l'échappée, si derrière on a du mal à s'organiser, ça peut être pas mal. Et on a eu beaucoup de mal à s'organiser derrière. Et dans l'échappée, à part à 2 km de l'arrivée, sinon on a tout le temps roulé très bien les uns avec les autres. Et c'est ce qui a permis à cette échappée d'aller loin. Peut-être aussi parce qu'on était 3 et pas... on était 2 et pas 3. C'est-à-dire que dans le final à 3, ça aurait peut-être été plus compliqué. On aurait peut-être beaucoup plus compté ses coups de pédale. Là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus efficace dans cette formation. Mais c'est bien pour un coureur comme Yannick Je t'aime le parce que ça permet de montrer à son nouvel employeur que voilà, on peut lui faire confiance. Surtout après encore une fois un début de saison qui avait pas été fantastique. Et puis ça permet de se rassurer parce que des fois quand on passe d'une équipe World Tour à une équipe de deuxième division, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours la structure aussi performante qu'auparavant. Donc c'est vrai qu'il faut remettre des éléments en place et lui il a bien réussi à le faire aujourd'hui. Prochaine course, ça sera le Grand Prix E3 pour Je t'aime le. Ça sera un autre univers et puis ensuite à travers la Flandre, ça sera le 27 mars et pour des Halles, Corsaille classique dès demain. Et puis la Bruges de Panne, ça sera la semaine prochaine avant le E3, le Grand Prix E3 également la semaine prochaine. Voilà pour le coureur belge qui avait fait 10e du Grand Prix Wehrmacht, une course nationale belge, donc une course amateur belge. Ça, c'était le 10 mars dernier. Il avait eu un 35e de Kurn-Bruxelles-Kurn également dans ses résultats au coureur belge. C'était un peu mieux que de la part de Je t'aime le, mais Je t'aime le, il a très bien manœuvré dans le final. Je ne sais pas si vous avez vu parce que des Halles, il essaye de laisser la première place à Je t'aime le.
Donc il le laisse devant et il resserre ses chaussures, tu vois, il se détend un peu le dos, enfin il fait un petit peu tout. Et je t'aime le, déjà il y a un moment à au moins 4 bornes de l'arrivée, il montre, oh, tu vois, j'essaye de me détendre le dos, de faire des mouvements d'étirement. Et puis il y a 2 bornes de l'arrivée, donc encore une fois, jusqu'à la flamme rouge, on va vraiment à 2 à l'heure. Et 1 km 2, 1 km 100, en fait il va mettre un coup de frein, bim, et Desal, qui est pas hyper attentif à ce moment-là, se retrouve en tête sans le vouloir, alors que il avait tenté de manœuvrer un maximum bien. Ce qui fait que c'est Desal qui est obligé d'emmener le sprint. Après, Chtemle était plus fort de toute manière. Desal, je pense, avait peut-être un petit problème au niveau de la chaîne. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai vraiment entendu un bruit très bizarre. Je suis pas le seul. Il y a aussi Steve Chanel qui l'a entendu, mais c'est vrai que ça a fait un bruit métallique. Moi, je pensais qu'il avait coincé la chaîne contre le cadre. Je me dis, putain, ça a fait un bruit. Mais je pense qu'il y avait un petit problème mécanique de ce côté-là. Mais je pense qu'il y avait surtout plus d'essence dans le moteur. Parce que quand il essaye de lancer son sprint, on a l'impression qu'il a un 70 en braquet. Et c'était très très compliqué. Là, ça tourne vraiment pas les jambes. Il essaye d'emmener, mais ça marche pas. Chtemle était un peu plus frais que le coureur belge. Deuxième coureur top, Maxime Jarnet, du côté de Van Rysel Roubaix. Content. Alors même si il sera frustré ce soir, Maxime Jarnet, parce qu'il dit je suis pas passé loin d'un gros résultat, mais voilà, il m'en a manqué un peu. Il lui a manqué 10 bornes à Maxime Jarnet, un peu plus de 10 bornes. Vraiment dans le dernier secteur, c'est compliqué pour lui. Tu sens que physiquement, voilà, il lui en manque un petit peu. Coureur qui a 25 ans, mais qui est arrivé assez tard chez les professionnels. Il avait été stagiaire chez Intermarché en 2021, avant de rejoindre l'équipe de Roubaix. Et c'est surtout intéressant pour Maxime Jarnet, parce que cette équipe, elle fait du bon boulot. Bon début de saison de Van Rysel. On se souvient de la victoire de Samuel Leroux. Là, ils sont 6e. C'est vraiment, je dirais, l'équipe continentale française pour le moment... peut-être la plus en vue. Emmanuel Morin a remporté le Grand Prix de la ville de Lidier aussi. Donc ça, c'est un très bon résultat pour Emmanuel Morin. Et puis, il a fait 16e aujourd'hui. Et puis, il y avait également Samuel Leroux qui avait fini 6e de la 3e étape de l'étoile de Bessèges. Donc vraiment des résultats intéressants entre Emmanuel Morin et Maxime Jarnet. J'avais dit, cette équipe, elle peut faire des choses cette année. Ça fait 156 points UCI, voilà, marqué, pour ceux qui voudraient avoir l'information sur ce début de saison. Mais j'avais dit, voilà, cette équipe, elle doit progresser, vu l'effectif, elle doit avoir des résultats. T'as un beau partenaire en plus, qui est Van Rysel. Alors, il faut savoir qu'il y a une règle particulière. C'est une dérogation qui permet à Van Rysel à la fois d'être partenaire de cette équipe-là et de l'équipe Decathlon AG2R, donc d'être partenaire de 2 structures complètement différentes. Ça a été autorisé par l'UCI, et c'est vrai que là c'est du bon travail que fait cette formation. C'est bien, 2e victoire pour une équipe continentale, ça compte énormément de victoires, et encore une fois un nouveau résultat en Coupe de France, c'est très très bien pour cette formation. Donc on espère que ça va vraiment continuer pour cette équipe, parce que pour l'instant elle fait du bon job, et c'est quand même une formation qui a failli fermer à cause de son sponsor l'année dernière. Ça s'est pas joué à grand chose. Heureusement, Van Rysel a repris tout ça. Et pour le moment, c'est du bon boulot. On les retrouvera bien entendu dès samedi sur la classique Loire-Atlantique, et puis Cholet le lendemain, dimanche, avec Thomas Bouda notamment qui sera dans cette équipe. Ou encore Samuel Leroux également, qui est prévu sur la classique Loire-Atlantique. Et puis ensuite, la semaine d'après, ça sera la route Tourangelle et Paris-Camembert, qui aura lieu 2-3 jours après. Là, ça va pas mal s'enchaîner les épreuves de Coupe de France en ce mois de mars. On fera pas encore 2 points sur le classement. On attendra Cholet et on attendra Cholet, je pense. Parce que je sais pas si je vais faire le débrief de la classique Loire-Atlantique, étant donné qu'il y a Milan-San Remo en même temps. On verra, mais pour Cholet, il y aura un point sur le classement. Là, ça fait 2 épreuves. On a eu beaucoup de concurrents qui n'étaient pas présents sur les 2 épreuves. Donc, ce qui fait que le classement
ne vaut pas grand-chose pour le moment, il faut bien le dire. Donc c'est bien, et puis un beau résultat quand même pour son équipe. Voilà, pour Maxime Jarnet, donc je voulais le mettre en plus. Et puis je termine avec Dely. Alors certes, j'ai un peu quand même du mal à comprendre la stratégie de l'auto de dire on va l'emmener sur une course pavée pour qu'il récupère après un Paris-Nice qui a été compliqué. C'est quand même l'explication la plus pourrave de l'histoire de la part de la Loto. Mais je pense que c'était une course qui était importante. Dely, il l'a fait Paris-Roubaix l'année dernière, je crois, mais il avait fini loin du souvenir que j'ai d'Arnaud Dely. C'est un coureur qui manque encore d'expérience sur ce terrain. C'est très différent des pavés belges. Encore une fois, je vais me répéter. Il avait fait Milan-San Remo. Oui, il avait fait Paris-Roubaix, il avait fini 50e. Mais il a encore du travail à récupérer sur ce type de course. Et c'est vrai que le Grand Prix de Denain, je pense, est intéressant. On sent que par Milan-San Remo, 300 km avec un genou qui est peut-être pas encore remis, c'était compliqué. Sauf que t'allais où ensuite alors tu faisais Cholet, c'était une possibilité, sauf que c'est pas forcément la course où il y a le plus de densité. Faire le Grand Prix de Denain, certes c'était une prise de risque parce que potentiellement tu peux tomber sur les pavés beaucoup plus, mais c'était important pour moi pour qu'il reprenne de la confiance sur ce terrain-là. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est reprendre de la confiance sur un terrain difficile parce que le Samin s'était mal passé et il avait besoin de reprendre cette confiance sur les classiques pavés après un Het Nieuwsblad qui n'avait pas été mauvais, où il prend la 10e place. Il fait une belle course, mais c'est vrai que l'enchaînement Samin-Paris-Nice avait été difficile, donc il avait besoin vraiment de retrouver sa confiance, surtout quand son début de saison, alors il y a eu des bons résultats, 4e de la Classica d'Almeria, 10e du Omloop, 4e aujourd'hui du Grand Prix de Denain, mais il a aussi eu 1, 2, 3, 4 abandons aussi, donc il fallait, en 9 jours de course, c'était un peu beaucoup, donc il fallait aussi retrouver du rythme. Et puis Arnaud, là, il a montré de très bonnes choses sur les pavés. Le problème pour lui, encore une fois, c'est le rythme qui n'était pas suffisant dans le groupe de chasse. Mais on a eu un grand Van de Moer également qui a fait le job. Alors oui, il est tombé. Mais bon, ça fait aussi partie du job sur les pavés. Et puis il y a un moment, il faut savoir prendre des risques dans la saison. Quand tu es coureur de Flandrienne, tu sais que tu vas tomber sur l'année. Donc bon, il est tombé aujourd'hui. La chute était pas trop grave parce que c'était sur la boue. Donc, la plupart ont plutôt glissé sur les fesses. Et puis après, on verra maintenant comment ça va se passer pour la suite de sa saison pour Dely. Mais je trouve que c'était... Beaucoup de gens ont critiqué pour l'idée, la phrase de la Loto, c'était de récupérer. Oui, parce que ça, c'était complètement con. Mais par contre, pour moi, il y avait un intérêt à ce qu'il aille sur le Grand Prix de Denain pour retrouver de la confiance sur ce terrain-là, en ayant peut-être un peu moins de pression qu'en Belgique aussi. L'avantage de courir à l'étranger, c'est d'avoir une chouille moins de pression quand même que quand tu es à domicile. Donc du côté de Dely, c'était pas mal. Et puis ça lui permet de faire un repérage pour Paris-Roubaix en mode course. Donc ça, c'est aussi intéressant de prendre encore une fois de l'expérience sur ces pavés atypiques du nord de la France. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, la UAE. Jamais dans le bon timing UAE. Et pourtant, il y avait une équipe intéressante au départ. Il y avait Morgado, notamment, il y avait Molano, vainqueur en titre, il y avait Baroncini, il y avait également Nils Politt, sauf qu'ils n'ont pas couru en équipe. Ils n'ont pas couru en équipe, ça a été presque des individualités, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a Morgado qui est en tête du groupe, à un moment, c'est Baroncini qui décide de partir en costaud, en prenant 15-20 secondes, sauf que ça a énormément désorganisé à ce moment-là le groupe de poursuite, l'attaque de Baroncini. Et puis à la fin, t'en as aucun qui est dans le top 10 de la journée. Or, quand UAE vient sur une course, l'objectif minimal, c'est d'atteindre le top 10. Donc c'est vrai que c'est dommage. Surtout quand t'as le vainqueur en titre. On n'a pas vu Molano de la journée. Parce que c'est pas lui qui sprint, c'est Morgado à l'arrivée. Et ensuite, que ça soit Morgado, Politt, on n'était jamais dans le bon timing, jamais bien placé. C'est-à-dire que alors c'est terrible les courses pavées. Quand t'es pas dans le rythme, ça peut devenir un enfer, un calvaire. Là, ça a été le cas chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont un coup de retard à chaque fois. Comme ils sont mal placés,
ils sont mal placés, ils peuvent pas suivre Kung. Ils sont mal placés, donc ils ont du mal à remonter dans les secteurs pavés pour rouler en tête de groupe. Donc ça leur prend du temps, donc c'est la Total Energy qui roule et eux c'est un petit peu derrière. Enfin, on sait toujours pas en plus pourquoi ils étaient un peu derrière, parce que dès le début du direct, en fait, ils sont dans un deuxième groupe, ils sont pas dans le peloton des favoris, contrairement à Deli, contrairement à des coureurs de la Total Energy. Donc il y avait certainement eu une chute auparavant, mais on n'avait pas, j'avais pas l'information et le direct ne l'a pas donné à ce moment-là. Mais ils ont toujours eu un temps de retard. Et en plus, comme ils n'ont pas couru collectif, bah, ça commence à faire beaucoup. C'est surprenant, hein, la UAE se retrouve à être en flop aujourd'hui. Ils étaient déjà en flop hier avec sur la Milan-Turin. Ça fait 2 jours d'affilée. Ça n'arrive pas tous les jours, UAE en flop. Mais même quand on est une équipe très forte, même quand on a une équipe qui est pleine de moyens, si on n'est pas bien en place tactiquement, si on court pas de manière collective, ça peut pas le faire dans le cyclisme. Le cyclisme est un sport collectif, même si à la fin c'est une individualité qui gagne, et on parle rarement des équipiers, c'est quand même un collectif qui te permet de t'imposer. Et là, c'est ce qui a manqué aujourd'hui chez UAE, c'est on avait des bonnes individualités, mais qui n'ont pas couru de manière collective. Donc ça a été le gros problème. Peut-être aussi certains coureurs ne voulaient pas forcément se mettre au service d'un autre. C'est dommage que pour Nils Politt, aujourd'hui, il y avait peut-être l'opportunité de faire un gros résultat, surtout vu ce qu'on avait vu du côté de Nils Politt sur le Het Nieuwsblad. Et puis, pareil, vu ce qu'on avait vu de Tim Willems hier, c'est-à-dire que le matériel marche bien aussi chez UAE. Sur les pavés, pour le moment, le Colnago et les roues, c'est une équipe qui a du matos qui marche. Deuxième flop, Stefan Kung. Alors, c'est toujours compliqué Stefan Kung parce qu'il a vécu un truc pas simple, ce qui fait qu'il n'a pas pu participer à Tirreno. Mais moi je considère qu'à partir du moment où tu es présent sur une course, à un moment donné c'est que tu sens que mentalement tu es prêt. Surtout qu'il y avait eu en plus la journée d'hier pour se remettre un petit peu dans le bain. Aujourd'hui, quand il part à 65 bornes de l'arrivée, l'écart est de 6 minutes. Tu peux pas remonter un écart de 6 minutes. Alors même si les écarts parfois étaient pas très vrais, là il y avait 6 minutes à ce moment-là, tu peux pas remonter 6 minutes seul. Il sort dans un secteur pavé et après, je pense qu'en fait, chez Groupama, on n'avait pas d'informations parce qu'il demande au caméraman la situation de course, on va dire, et il s'est retrouvé tout seul. Et je pense que dès le départ, il aurait fallu qu'il arrête de rouler parce qu'il voyait bien que tout seul, ça pouvait pas le faire. Donc il s'est un peu épuisé là-dedans et surtout il a nui à la poursuite parce que comme Lewis Husky, ça je pense que ça a été une erreur. Dans un premier temps on peut se dire ah oui, Lewis Husky il a bien fait de bloquer les attaques des adversaires, comme ça Stefan Kung était le coureur le plus frais derrière les coureurs échappés. Oui, mais le problème c'est que Stefan Kung il était tout seul, donc ça pouvait pas le faire. Et comme à chaque fois il y avait Lewis Husky pendant 15-20 bornes qui bloquaient la possibilité à d'autres coureurs de s'échapper avec Stefan Kung ou à d'autres coureurs de rouler dans le peloton, ça a vraiment cassé le rythme. On a vu notamment un moment où vous avez les Total, il y a un Total qui roule et qui veut qu'il y ait un relais, sauf qu'il y a les Wusaski, donc ça s'arrête pendant 10-15 secondes. Et ça a été le cas pendant au moins 15-20 km. Et donc ce qui fait que ça a nui énormément à la progression du groupe de tête, qui n'a jamais pu rouler correctement. Alors que très clairement, comme Stefan Kung n'avait aucune possibilité véritablement de revenir sur les hommes de tête tout seul, il n'aurait pas fallu que les Wusaski perdent autant d'énergie là-dedans, qui lui a certainement manqué dans le final, à vouloir protéger à tout prix Stefan Kung, ce qui fait qu'il est resté à 45 secondes de l'avant du peloton, sans jamais réussir à vraiment revenir à moins de 3 minutes du groupe de devant, parce qu'il butait tout simplement tout seul. Seul, tu ne peux pas reprendre un groupe de 3, même si c'est un groupe de 3 avec des coureurs qui sont moins forts que toi, tu ne peux pas reprendre un groupe de 3. Donc je pense que c'était un peu une opération vaine de la part de Stefan Kung, donc c'est pour ça que je le mets flop, parce que il aurait mieux fallu qu'il attende. Voilà. Mais je pense qu'il n'avait pas forcément les informations de sa voiture de directeur sportif, parce qu'on sait sur les courses pavées, des fois l'oreillette la radio est plus à portée des coureurs.
C'est-à-dire qu'il y a trop de distance entre la voiture de directeur sportif qui a l'émetteur radio et les coureurs qui ont les récepteurs. Des fois, il y a trop de distance, donc ça ne fonctionne plus, la liaison est brouillée. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Stephen Cook, c'est un conseil à un moment des mecs de la Groupama qui lui disaient bah non, relève-toi, t'es tout seul, ça peut pas le faire, et attends que le peloton revienne, voilà, reste plutôt à l'arrière. Sauf que à ce moment-là, je pense que l'oreillette ne marchait pas et il n'a pas su prendre cette décision-là de son plein gré. Donc c'est un peu une erreur de sa part du côté de Stephen Cook. Autre bonnet d'âne, à cause d'un problème technique, c'est James Fouché, le coureur d'Euskaltel. Ouais, c'est dommage. C'est rare un coureur d'Euskaltel bon sur les pavés. Mais aujourd'hui, il était vraiment pas mal, James Fouché. Alors Fouché, il vient de la Lotto U23, notamment dans ses jeunes années. Donc c'est un coureur qui connaît les pavés, qui a fait des courses en Belgique. Et l'année dernière, il était chez Bolton. Donc il a fait quelques manches de Coupe de France aussi. Donc il connaît les routes françaises, James Fouché. Et là aujourd'hui, il y avait vraiment de quoi faire. C'est un bon rouleur. Il était dans le bon groupe. Et puis là, problème mécanique. Et l'erreur de Fouché, c'est qu'il a un problème mécanique. Il remet sa chaîne en place. Sauf que il attend la voiture de dépannage. Alors que la chaîne est remise en place. Donc, c'est-à-dire qu'il pouvait redémarrer, repédaler. Et là, c'est un peu une erreur de sa part. Et bon, pour être un bon champion en cyclisme, faut aussi être à l'aise. Je dis toujours techniquement sur un vélo, mais aussi connaître techniquement comment fonctionne un vélo. Un pilote de Formule 1, il est obligé de savoir comment ça marche une voiture. S'il ne sait pas comment ça marche une voiture, il ne peut pas aider ses ingénieurs. Un pilote de rallye, peut-être l'exemple le plus intéressant, un pilote de rallye sait changer une roue, mais le copilote sait démonter des pièces de la voiture. C'est-à-dire en cas de problème, par exemple sur le Dakar, en cas de problème, le navigateur sait réparer la voiture, connaît comment fonctionne la voiture, pour déjà donner les informations au camion d'assistance, mais aussi pour pouvoir faire des réparations sans être obligé d'attendre 2h30 le camion d'assistance. Un coureur cycliste doit maîtriser la technique sur un vélo. Et là, on a vu avec James Fouché, ça n'a pas été le cas. Ça lui coûte du temps, ça lui coûte peut-être un bon résultat, parce que quand on voit James Fouché dans le final, il finit 23e, 24e. Donc malgré ce problème-là mécanique, il finit dans le groupe Morgado. Voilà. Donc c'est dommage pour James Fouché parce que il y avait un meilleur résultat à faire pour le coureur d'Euskaltel, mais c'est intéressant pour Euskaltel de voir qu'ils ont un coureur qui est capable d'être performant sur ce type de course. Déjà 9e du Grand Prix Criquelion, 15e à Jean-Pierre Montseret sous la pluie. Donc c'est plutôt des bons résultats. J'ai dit une bêtise, je croyais qu'il avait été chez l'Auto U23, il n'a pas été chez l'Auto U23, il a été chez Wiggins. Là, je pensais qu'il avait été chez l'Auto U23, mais non. J'ai dit une petite erreur. C'est un autre qui a dû... Alors j'ai dû confondre avec un autre coureur, mais je ne saurais pas vous dire qui. Ça arrive, mais voilà, il était dans le bon groupe, c'est dommage. Du côté de James Fouché, qu'on reverra en France samedi et dimanche. Encore une fois, l'enchaînement classique Loire-Atlantique. Cholet, ça peut être un coureur intéressant pour la classique Loire-Atlantique, vu le parcours de cette épreuve. C'est pas très dur, mais il y a quand même la côte dans le final, à la haie Foissière. Ça peut être intéressant, sur cette bosse de la haie Foissière, de se dire, tiens, un James Fouché dans ce sprint-là qui est assez particulier, ça peut peut-être être un coureur intéressant. On verra ça. Et puis je termine avec Max Walscheid. Pour un ancien vainqueur, on ne l'a pas vu de la journée, à part un moment quand il revient alors qu'il est distancé d'un groupe. C'est vrai que la Jayco Alula, en passant, a été assez inexistante. C'est un début de saison particulier. Il y a du bon et du moins bon chez Jayco Alula. Il y a eu du Michael Matthews. Il y a eu Simon Yates également qui a été très bon. Luc Plapp aussi, qu'on a souvent vu, notamment à Paris-Nice. Et puis il y a eu du moins bon dans cette formation avec un Dylan Groenewegen qui est un peu trop discret à mon goût, Zana aussi.
Et Walscheid, je m'attendais à un peu mieux aujourd'hui parce qu'il avait vraiment sa carte à jouer sur cette épreuve-là qu'il avait remportée sur un circuit pavé. Alors à l'époque, il y avait une chouille moins de kilomètres de pavé, mais là, il a été inexistant et cette équipe, en fait, a été inexistante parce que le meilleur coureur, c'est Colin O'Brien, 24e, et ensuite, derrière, ça a été un petit peu la débandade. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour cette formation. C'est pour ça que je voulais les mettre en flop pour finir. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!